Bonjour mes chers téléspectateurs, on va inverser les valeurs. On va commencer par moi tout seul comme un grand, par un édito qui s'appelle Les Outre-mer dans l'incertitude législative. La crise politique à Paris n'est pas sans conséquence sur le devenir des territoires ultramarins, c'est nous. Hein. Plusieurs textes majeurs fragilisés par la chute du gouvernement Bayrou se retrouvent suspendus, vous le savez. Le projet de loi contre la vie chère, la réforme du budget 2026 qui devait préciser les crédits alloués certainement à la baisse aux DROM, départements et régions d'outre-mer, les mesures de continuité territoriale attendues en Martinique et en Guadeloupe, la question institutionnelle qui reste également en suspens, savoir la tenue du congrès des élus de Martinique prévu fin septembre, qui s'inscrit désormais dans une atmosphère d'incertitude accrue. Difficile d'avancer vers une réforme statutaire sans visibilité sur la stabilité gouvernementale à Paris. C'est dans ce contexte incertain que nous devons procéder, nous tous, à l'analyse de l'actualité, des faits sociaux, politiques, pour vous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Aussi, je vous l'assure, la tâche n'est pas facile, mais avec des partenaires de talent comme... Bonjour, Madame d'Espagne. Bonjour, Monsieur Darling Carter. Bonjour, Monsieur Barajo. Enchanté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il nous manque Daniel, enfin, il nous manque plein. Tous Monsieur ceux qu'on aime. Noël. Je vous rassure, nous allons y parvenir. Jingle. Il faut un fin politologue comme Eddy, accompagné de mes quelques humbles réflexions, pour comprendre exactement l'acharnement de Macron. Alors, la question, c'est pourquoi Macron ne se casse-t-il pas, c'est ça? Oui. Il y a une autre alternative. Non, il y a une autre alternative, mais je vais la prendre. Alors, il y a des gens qui répètent ça à longueur de tribune, à longueur d'analyse médiatique, mais je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Alors, il y a des raisons de se poser la question. Un président sans majorité, déjà, lors de son deuxième mandat, dès le début de son deuxième mandat, il faut quand même le rappeler. Oui, les gens pensent que l'instabilité est liée à la dissolution, pas du tout. L'instabilité était déjà là, juste après l'élection présidentielle et le deuxième mandat de Macron. Un président qui fait des choix stratégiques qui se révèlent être des désastres, puisque dissolution, choix des premiers ministres qui n'ont a priori aucune chance d'être gardés, on va dire ça comme ça. Bon, je ne veux pas empiéter sur les sujets de mes petits camarades, mais de mon point de vue, il y a peu de chances que le cornu puisse résister à une motion de censure, surtout que la rupture avec la politique macroniste va être un peu difficile, un peu complexe. Bon. Mais la réponse, c'est Macron ne peut pas partir. De mon point de vue, alors, il y a des gens qui pensent qu'il joue, que c'est un joueur, et que, bon, grosso modo, l'addiction au jeu mène, on le sait, à la catastrophe, à la faillite. Mais là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il joue. Je pense qu'il retarde l'échéance. Il dit aux Français, de manière subliminale, vous y aurez droit, vous aussi, à l'extrême droite. Vous aussi, vous voulez l'extrême droite, vous voulez le populisme, et il y a de fortes chances que vous l'ayez. Et en disant ça, de manière implicite, c'est-à-dire en mettant le feu sous la casserole, puisque plus il reste, plus il y a de partisans du Front National, c'est évident. En attaquant, en laissant le système judiciaire, par exemple, punir Marine Le Pen, il remet une couche. Pour une raison simple, c'est que Macron, et c'est là qu'il retrouve il remet son costume de joueur, Macron est persuadé qu'il va revenir. Il est persuadé que l'instabilité politique va mener à l'émergence d'une période de test, d'expérimentation du Front National qui va être forcément un désastre, compte tenu des conditions économiques, et il reviendra en disant « vous avez vu ». Bon, on a déjà eu ça, hein. On a eu ça là. Trump, c'est ça. Trump a dit « vous avez vu Biden ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Immigration incontrôlable,
chute de l'économie, eh ben, je suis le sauveur. Et Macron va jouer ça. Vous rappelez-vous que Trump lui a dit, tu as vraiment beaucoup de chance, toi. Parce que après 2 mandats, tu pourras te représenter, tandis que moi, ça m'est interdit par la Constitution américaine. Vous vous rappelez de ça? Bon, j'aurais aimé être à ta place. L'idée est la suivante. Mécaniquement, les démocraties, quand elles s'éloignent du conflit, retrouvent des accents guerriers, des accents fascistes, très naturellement. Et là, nous sommes allés très très loin par rapport à 39-45. Les générations ont été remplacées et ne se souviennent plus de la problématique de l'extrême droite. Alors que les gens qui vivaient dans ces pays européens, de l'Ouest en particulier, mais aussi de l'Est, entre 1945, fin du conflit, et les années 90, ils savent ce que ça veut dire. Tandis que les nouvelles générations, là, elles vont voter pour le Front National. Mais Macron se dit, chouette, je serai là le jour où ils regretteront d'avoir voté pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que tu pars de l'option, comme l'affiche sur laquelle nous travaillons, qui a une dimension ludique dans sa fonction. Tout à Qu'il fait. est effectivement un joueur. Et non seulement c'est... Alors, il ne joue pas en tentant des paris pour gagner. Non, il joue chaque fois pour retarder l'échéance. Parce que Marine Le Pen, elle se dit, merde, si on a le pouvoir juste après l'élection présidentielle, il y a de fortes chances qu'on ait une instabilité politique. OK? Donc, Marine Le Pen, par exemple, présidente de la République, ou Bardella, ou un représentant de l'extrême droite, avec une instabilité politique, mais c'est une catastrophe monumentale. Tandis que là, il va jusqu'au bout pour leur permettre de... Tu vas me confirmer que la Ve République a prévu dans cette hypothèse, en tout cas des facto, peut-être pas des jurés, de facto, une solution, savoir la cohabitation. C'est-à-dire que lorsque le président, ça va finir mon bref exposé, lorsque le président se voit qu'il n'a plus de majorité parlementaire, eh bien, il choisit celui qu'à l'époque de l'alternative de droite-gauche, enfin bipartisane, les 2 partis. Mais là, moi, j'enlève l'hypothèse qu'il soit un joueur. J'enlève cette hypothèse. Je pense que c'est un homme très sérieux, très carré, qui aime la France et qui s'oublie peut-être parfois, mais qui veut d'abord, et c'est son droit, empêcher au Front National d'accéder au pouvoir. Et puis qui, surtout techniquement, ne voit pas avec qui il pourrait cohabiter. Comment concrètement, entre LFI, le PS, et Tutti Frutti et tous les autres, le centre un peu, son centre même qui est divers et partagé, comment pourrait-il faire la cohabitation? Il y a une idée qu'on a complètement oubliée, c'est que Macron a voulu détruire le système bipartisan. C'est lui qui est la cause de ça. Ouais. Mais il en Mais parce qu'il a une lecture très, très habile et réaliste des choix stratégiques et politiques des Français. Nous, on est persuadés, et c'est vrai, enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on est persuadés que les choses ne changent pas. Les choses changent, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peuple qui a coupé la tête de son roi, qui a fabriqué un pays le plus démocratique du monde, après les États-Unis, qui est partisan du droit du sol, etc. Et puis, ce même pays collabore avec des nazis, ce même pays a une politique de massacre colonial. Et sur 2-3 générations. Voilà. Et puis ça s'arrête, parce que les fondamentaux sont démocratiques. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si Sébastien Lecornu pourra sortir le pays de la crise politique. Quelle merveilleuse transition, Gérard. Ça va être difficile de passer après d'aussi excellentes analyses d'Eddy que je partage. Et je vais malheureusement jouer la carte de la répétition. Merci, Eddy. Désolé. Bon, en tout cas, je vais faire au mieux. On a effectivement un Premier ministre un petit peu attendu. On hésitait entre M. Lecornu et M. Darmanin, en penchant bien évidemment pour M. Lecornu, vu qu'il a M. Bayrou a fait un petit forcing pour pouvoir passer devant lui, mais le voilà de retour. Il est le 7e Premier ministre du président Macron. Il a 38 ans. Et puis, en Martinique, il ne nous est pas tout à fait étranger. C'est un manœuvrier habile. Il a officié en Nouvelle-Calédonie avec l'organisation des référendums de 2018 à 2021. Il a aussi été extrêmement présent, nous nous rappelons, concernant la crise sanitaire et sociale, qui a
bouleversé l'île et la Guadeloupe également, et la Guyane avec les tensions de services publics. Donc, nous connaissons M. Lecornu. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve face à une dissolution qui a généré des troubles, mais ce trouble était là bien avant, bien installé. Et quand on réfléchit à ce manœuvrier habile, on l'appelle l'apparatchik parlementaire, un petit peu comme Jordan Bardella. La caractéristique de M. Lecornu, c'est qu'il a une carrière politique, c'est véritablement son ADN, et il cherche à pouvoir faire une transition, un compromis entre les divers partis. Je donne des exemples. Parler de la perte des avantages et des privilèges des anciens ministres pour pouvoir plaire un petit peu au camp de gauche, supprimer les 2 jours fériés qui n'ont pas plu ni à la gauche mais ni au Rassemblement national non plus. Cette décision n'a pas fait du tout l'unanimité. Il n'a pas parlé de réouverture du conclave. Il a dit je ne réouvrirai pas le conclave sur les retraites, donc il sait être ferme et direct quand il le faut, ainsi que contribuer à la décristallisation du mouvement social, même s'il n'a pas donné ce qu'il devait donner. Enfin, en tout cas, je m'attendais à autre chose. Il n'a pas dit son dernier mot, ce mouvement social. Et finalement, je me retrouve face à la conclusion d'Eddy la semaine précédente ou celle d'avant. J'avais évoqué cette sorte de fermeture de porte avec le budget 2026. C'est ça, la prochaine échéance, c'est le budget 2026. Est-ce qu'on va voter un budget par ordonnance? Je ne le pense pas. Ce n'est pas du tout accepté par les chambres. Est-ce qu'on va demander une confiance à la gauche après ce programme du 30 août qui dit strictement le contraire? J'en n'en suis pas convaincue. Est-ce qu'on va, sur le pan du troisième homme? Je ne crois pas non plus. Et enfin, si il y a blocage de toutes parts, puisque même si le Premier ministre tâche d'arrondir les angles avec son habileté, il reste très clair par rapport à la France insoumise. Et il veut composer avec tout le monde, sauf avec la France insoumise. Or, c'est justement la France insoumise qui a besoin de manœuvrer pour, si c'est un extrême ou l'autre, pour pouvoir submerger éventuellement le RN. Ce n'est pas gagné, mais c'est le pari. Donc, il va se retrouver face à un blocage, dans tous les cas, de son budget. Et on a oublié l'option du 49.3. Et là, s'il y a option du 49.3, levée de bouclier, c'est tout ce qu'ils attendent. C'est soit dissolution, soit censure. Démission du président, on en avait parlé. Bon, après, on n'est pas prophète, mais pour moi, c'est impossible. Le président Macron, tu l'as très bien décrit et dit, il joue, vraiment c'est un joueur de Go, c'est même pas de l'échec, c'est un joueur de Go. Il est à 10 ans, à 20 ans. Emmanuel Macron avait vu, n'oublions pas, c'est quand même un génie politique, Emmanuel Macron. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour sur un plateau, mais c'est quand même un génie politique. Il a fait, et tu m'as donné un magnifique sujet après, il a implosé le paysage politique français entre la droite et la gauche. Il fallait le faire quand même. Bon, alors, du coup, on peut effectivement, pour conclure de façon un peu sommaire, expliquer que M. Lecornu est une pièce maîtresse soi-disant du dispositif Macron. C'est à mon humble avis, un énième cheval de Troie, et nous nous retrouverons face à une implosion, soit du gouvernement par une motion très claire, soit par la dissolution, parce que Emmanuel Macron aura décidé que les pions du gouvernement ne doivent pas être mis à mal. Mais c'est une question de temps. On est sur les 70 jours de l'ordonnance, donc on est sur, à mon avis, un petit 2 mois. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est de savoir comme tu l'as très bien décrit, il y a une mécanique. Il y a une mécanique compte tenu de la disposition de l'Assemblée et des membres de l'Assemblée du Parlement. Et puis il y a des positions irréductibles, on va en parler tout à l'heure. Il y a un changement total du paysage politique français. Et qu'est-ce qu'un homme comme Macron, qui est à l'Élysée, qui est chef de l'État, bon, il lui reste 2 ans encore. Qu'est-ce qu'il prévoit? Parce qu'il a des gens qui quand même lui donnent des conseils, qui le dirigent. Qu'est-ce qu'il prévoit dans le déroulement des différentes phases de ces 2 années? Et vous pouvez répondre sur ça. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est pas Macron qui a fait en sorte que le paysage politique français change. Je suis d'accord avec toi. C'est les Français. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme les Français ont changé, oui, le paysage politique a changé. Tout à fait d'accord. Parce que vous aurez remarqué que le Français change tout, sauf... On va y venir. Sauf sur le plan local. Ouais. Sur le plan local, il y a toujours des socialistes, des communistes, oui,
Les maires, les Théoriquement. conseillers généraux. Théoriquement, ouais, oui. ouais. Mais dans la pratique, c'est pas ça du tout. Oui. Christian, on va intégrer la Martinique un petit peu, et parce qu'à l'approche du congrès des élus de septembre, le débat institutionnel en Martinique, il oppose 3 scénarios. On va refaire la pédagogie. Vous vous souvenez que je m'étais amusé quand le congrès avait été posé, on va recommencer. Mais c'est intéressant d'ailleurs, j'aime bien. Je travaille beaucoup ces mécaniques. Tu vas nous parler des 3 options. Et Oui, tu tout à fait. je Mais te juste laisse une parenthèse, puisque le débat était très intéressant. Moi, j'ai trouvé très audacieux quand Macron est venu pour casser, comme tu dis, les 2 blocs. OK. Maintenant, 7 ans après, a-t-il réussi vraiment? Enfin bon, je ne sais pas. Hein. C'est une question, en tout cas, que je me pose. Retiens ce que dit dit. Il n'a rien cassé du tout. Oui, la société Sociologiquement, française. Absolument, voilà. ça Bon. a changé et voilà. Alors bon, on revient à nos réalités Notre sujet. territoriales. Alors, tu m'as donné un sujet, trois situations. L'article 73, on en a parlé, on en reparlera. Possibilité d'habilitation, d'adaptation, fort contrôle de l'État et alignement sur le droit commun. OK? Ça, c'est OK. notre situation que nous avons choisie. Maintenant, ouais. Article 74, on nous avait posé la question, spécificité législative des collectivités, un peu comme la Polynésie. Cet article offre un véritable pouvoir dans le domaine non régalien, fiscalité, environnement, au prix d'une autonomie plus marquée et d'un statut négocié avec Paris. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Tu vois? Négocier avec Paris. Parce qu'on s'est beaucoup battu, 73-74, mais autant que le 73, on en voit les limites et on les vit, autant que le 74, il a un côté un peu imprécis, qui fait que si on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut, nous prions ça. Et puis, tu as souligné un autre aspect qui s'appelle l'article 73.3. Voilà. Alors, c'est peut-être ce qu'on appelait la 3e voie, puisque cette 3e voie, malheureusement, elle n'a jamais été explicitée de mon point de vue. Et c'est une formule intermédiaire, élargir les habilitations de l'article 73, avoir plus de facilité de faire des habilitations pour donner au territoire un pouvoir normatif accru. Il me semble que c'est ce que cela demande aujourd'hui la collectivité. Cela permet de concilier la sécurité juridique et une autonomie relative, mais nécessite une révision constitutionnelle. Donc on voit que dans chaque cas, on a toujours des situations, soit de négociation, soit de révision, soit de processus complexes et incertains. Donc c'est nous mêler dans ça. Alors, je rappelle quand même que bon, on a voté sur les 2 scénarios, c'était 73-74, on n'avait pas voté sur le nouveau 73-3. Et puis, je voudrais quand même faire un retour dans le passé. Aimé Césaire a demandé la départementalisation. Certains applaudissent, d'autres ont dit qu'il ne fallait pas. Okay? Après, on a demandé la LOM. On a eu la LOM. Alors, par exemple, la loi. Après, on a fait un PADM. Tu étais au courant? Le plan d'action de développement de la Martinique. Voilà. Après, on a demandé l'Assemblée unique. On a demandé la suppression de la collectivité. Maintenant, on se dit, est-ce qu'on a fait un bon choix? Vous voyez? Donc, à tout moment, on se rend compte que parfois, on est pénétré par la radicalisation, par des certitudes. Et l'expérience nous amène à voir que finalement, on n'a pas forcément tout le temps raison. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on doit laisser place à la perspicacité, l'humilité, la créativité, mais pas la passion. Et puis pour terminer, il va peut-être pas rester longtemps le coronu, mais c'est vrai qu'il a promis une nouvelle décentralisation. Est-ce que par cette décentralisation, il va répondre aux attentes que nous voudrions exprimer dans le cadre du Congrès? Voilà l'interrogation. Moi, je pense que dans cette affaire-là, tout le monde a raison. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Les adeptes, parce que c'est quasiment quelque chose de sanctuarisé, les adeptes du 73 se disent oui, ben enfin, on a l'identité législative, on est français, on a tous les avantages que vous savez, on se fatigue de les décrire. Grosso modo, on bénéficie d'à peu près 6 milliards d'euros à se partager. On a un énorme gâteau. Là où la population est égale, nos voisins ont peut-être 2 milliards, 1,5 milliard, c'était à tout. Bon, ça c'est une chose. On a effectivement, on constate qu'on a des insuffisances dans la gouvernance, dans la gestion de ce pays-là, d'accord. Mais on manque de confiance. On manque de confiance. On ne croit pas que les Français vont tenir leurs paroles et qu'ils vont nous assurer les dotations il y aura une sorte de revanche. On va nous secouer la théorie du largage, comme si la France va larguer
la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Enfin, c'est loufdingue de croire que tu as une résidence secondaire de la qualité, de la noblesse de la Martinique et la Guadeloupe à 8000 km. Et la petite France, tu as tous les avantages que ça te donne. Je ne vais pas faire l'inventaire, on le sait. La faune, bref, c'est énorme l'avantage que ça donne à la France. Mais ici, on est là, on va nous larguer, on a peur. Alors, on est dans une sorte de petite folie douce. Et puis, dernière chose, on n'a pas confiance, quoi. On n'a pas confiance en nos propres élus. Et même si on constate qu'il y a 30% de la population sous le seuil de pauvreté, même si on constate que la France ne respecte pas ses obligations à l'égard des avantages sociaux, et on constate que tout va mal, mais on dit attention, garde à vous, on ne bouge pas, silence dans les rangs. C'est une catastrophe sur le plan humain. C'est une petite communauté qui garde effectivement sa Biguine, son créole, France Fanon, Léon Gontran Damas plus ou moins andillais, mais qui, au point de vue de son équilibre interne, de sa pendule, est complètement paumé. Vas-y, Eddy. Non, moi je crois que comme tout, hein, c'est d'abord un problème de compétence. C'est d'abord un problème de compétence. Il y a des entreprises martiniquaises qui sont parfaitement gérées et ce n'est pas miracle, tout simplement parce que les dirigeants de ces entreprises, des hommes et des femmes, sont compétents. Des entreprises martiniquaises qui sont mal gérées et qui finissent en faillite. Ouais. La problématique majeure, c'est que la très grande majorité des élus martiniquais n'ont pas le niveau de compétence qu'il faut pour diriger la Martinique. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, on est bien d'accord. Et il vaut mieux être compétent quand on... C'est même obligatoire pour être dans une entreprise, ça c'est clair. Okay, ou un hôpital, ou des choses qui jouent avec la vie des gens. On ne réclame pas de nos élus un niveau de compétence supérieur. Hein. Et ça passe par là, c'est tout. Alors, soit ils sont compétents, soit ils font en sorte qu'autour d'eux, il y ait des gens compétents. La problématique majeure, c'est qu'on cumule les deux tares. On a une majorité d'élus qui ne sont pas compétents, okay, et ils le reconnaissent. Ils disent, mais moi pas connaître Baïta, moi pas un spécialiste Baïta. Eh bien frère, quand tu n'es pas un spécialiste, tu recrutes des gens qui sont des spécialistes. Et la deuxième tare, c'est qu'ils refusent de recruter des gens qui sont des spécialistes. Okay? Pourquoi pour ne pas être dominé par eux. Pour ne pas être marginalisés. Et puis surtout, quand tu recrutes des spécialistes, ce sont souvent des gens qui ne sont pas corrompus. Okay? Sinon, ils ne seraient pas spécialistes. Les généralistes, c'est eux les corrompus. C'est ne t'inquiète pas, machin. C'est ça la problématique. C'est d'abord une problématique de niveau. OK? Moi, je crois qu'il y a un moment... Je vais vous citer un exemple. Je faisais, avec Olivier Jean-Marie, et il pourra témoigner, on faisait le guide politique de la Martinique. Écoutez bien ça, c'est exceptionnel. On fait une fiche de présentation des élus, de tous les élus, et puis on leur envoie cette fiche, ils la remplissent et ils nous la renvoient. Eh bien, à 48 heures de la parution du guide politique de la Martinique, il y a un élu qui nous appelle, un maire qui nous appelle, bon, et dit, moi, je dis que moi, tenir le bac, mais tirez ça, parce que finalement, moi, dit, mais Pouchou dit, moi, qu'on le bac. Ouais, mais enfin, bon, ou pas obligé, dis-moi ça, bon, tirez ça, parce que moi, pas ni le bac. Moi, dit, mais comment y a ou pas ni le bac? Oui, non, mais non, moi, sorti, moi, en primaire, moi, sorti. Il m'a dit, mais il n'y a pas de honte. Tu regardes où tu es arrivé. Non, mais bon, voilà. Parce que tu penses que... Attends, Christian. Attends, Christian. Attends. Parce que tu penses qu'un énarque, dans la théorie fumeuse et tout ce qu'il a appris, est plus compétent qu'un homme de bon sens qui a été sur terre? Oui, parce que le bon sens, ça nous mène à la catastrophe. OK? Le bon sens, ça nous mène à la catastrophe. Parce que tu sais, dans les arcanes techniques des projets, oui. OK, il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Tu ne peux pas en permanence et puis pendant des années faire semblant d'être bon. Ouais, ça devient trop subtil. Jingle pour la suite des opérations. Jingle. À quelques mois du scrutin municipal, la France renforce sa vigilance face au risque des... Je pense à toi qui vois le mal partout. Ah non. Non, mais c'est très intéressant ce sujet. Le sujet, c'est les mecs, vous êtes dans la campagne, méfiez-vous. Il n'y a pas que vos adversaires, de toute façon, ils sont peut-être plus cons que vous, qui représentent des dangers. Il y a aussi de la manipulation des masses populaires à travers les réseaux sociaux. Et qui est-ce qui est derrière ça? Alors, il y a plein de gens derrière ça, mais il y a deux cibles. C'est les puissances étrangères
et les narcotrafiquants. Bon, alors pourquoi ils sont derrière nous? Donc, quand tu es maire d'Ajoupa-Bouillon, et puis on te dit, attention, pendant la campagne, les Russes, parce qu'il les nomme, enfin, les Russes, les Chinois, etc. Bon. Attends, raison- je donne la précision. C'est la Commission nationale des comptes de campagne qui alerte les candidats, tandis que le ministère des Affaires étrangères adopte une stratégie offensive de contre-désinformation. Tout à Donc, fait. c'est pas parole en l'air. Voilà. Avant, c'était chut, on ne va pas les dire Ouais, ça. ouais, Là, ouais. c'est bon, ok, ben, nous allons rentrer en Léo, nous allons parler. Bon. Alors, il faut que les gens qui nous écoutent sachent que derrière tout ça, il y a des conséquences économiques monstrueuses. Ouais. La conséquence l'exemple parfait, c'est le Brexit. OK? Donc, il y a des gens qui se sont dit, comment on fait pour affaiblir l'Occident? Parce que derrière tout ça, il y a, on va dire, des enjeux mondiaux de partage du gâteau. Bon, si ce n'est pas l'Occident, c'est la Chine, la Russie, l'Iran, etc. Enfin, que des gens sympathiques. Et nous, on est là, sur notre petite Martinique, on dit, mais les Blancs n'ont pas toujours raison. Les Noirs, les Chinois, eux ont peut-être raison. Non, il faut qu'on arrête ça. OK? C'est business qu'il a, et ça qui plus fort qu'a gagné. C'est la loi du plus fort. Bon, alors l'une des techniques, ce qu'on appelle le soft power et la manipulation, c'est d'influer à travers les réseaux sociaux notamment, et puis un certain nombre de sphères d'influence, notamment des médias, pour que le vote soit contraire aux intérêts occidentaux. Voilà. Bon, mais ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne aussi, les Occidentaux, c'est eux les premiers qui ont inventé ça. Hein. Je vous rappelle la CIA au Chili. Bon, pour ceux qui veulent se documenter, vous allez voir Allende, le Chili, 73. Vous allez voir que la CIA influe sur le syndicat routier pour qu'ils fassent grève en les couillonnant. Ils font grève et ça aboutit à la chute du président Allende. Blocage du pays, Blocage du pays, Et parce l'essor de qu'il était de Pinochet. gauche. Parce qu'il était de gauche. Bon, tout simplement. là, l'idée, c'est quoi? C'est affaiblir les gouvernements occidentaux pour que, par exemple, il n'ait pas la désagréable envie d'augmenter les taxes sur les véhicules électriques chinois, Ouais. qu'il n'ait pas la désagréable envie de mettre des sanctions sur les oligarques russes, etc. Voilà, c'est ça, c'est du business, c'est du fric. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font passer un certain nombre d'idées pour favoriser des gouvernements qui sont plus favorables aux... Alors évidemment, ils ne vont pas mettre des Russes à la place des Français, mais des gouvernements plus favorables aux thèses russes ou aux thèses chinoises. Ok, par exemple, là, il y a une commission parlementaire qui a dit que TikTok, il faut bannir ça. Il faut interdire TikTok aux moins de 15 ans. Ok, mais TikTok, c'est une énorme machine de récupération de données pour justement gagner des marchés, influer, etc. Bon, alors c'est subtil, mais ça aboutit à des choses qui sont catastrophiques. Je vous dis le Brexit. Pour le Royaume-Uni, les gens qui ont voté pour le Brexit, donc c'est la rupture avec l'Union européenne, ils ont foutu le Royaume-Uni dans la merde, ça c'est clair. Et, Okay? et en quelque part, l'Europe aussi. Et l'Europe Oui, aussi, bien sûr. parce que le Royaume-Uni, c'est quand même une place apport. forte du business, de la finance. Bon. Alors, comment ils font? Ils se sont dit, on va passer des législatives, là, on influe directement sur le pouvoir. Attends, on descend municipal. Ouais, Mais je vais t'expliquer. mais c'est terrible. Une municipale, ça aboutit à l'élection d'élus communautaires. C'est ça, ouais. Les élus communautaires Ah ouais. font les agglomérations, les communautés d'agglomération, Cap Nord, etc. Bien sûr, ouais. Et ces gens-là constituent des listes pour aller aux élections régionales. Là, c'est des maires avec leurs potes qui vont faire des listes pour la CTM. Les sénatoriales. Mais écoute, directement les sénatoriales. Donc, si tu influes sur une municipale, avec le jeu du domino, tu influes sur La politique du la pays. présidence de la République. Formidable. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Donc, ils balancent des trucs sur les réseaux sociaux, du genre, ce maire-là, quand il était jeune, il a fumé du cannabis. Ah, moi, pas voter, un beau café, main joint. Voilà, c'est ça la réalité, ok? Monsieur Samba Koumé, ah mais non, voilà, toutes les tares, tous les poncifs, tous les trucs dégueulasses qui sont là, eh ben, ils les exacerbent pour jouer sur le résultat. Qui t'a inventé. Ah ben oui, Ah oui. la plupart du temps, ce sont des mensonges, les fakes. Voilà.
Chaud. Le politologue Pierre Martin, chercheur à Sciences Po Grenoble, voit aujourd'hui confirmer sa thèse développée en 2018 dans Crise mondiale et système partisan. Savoir que les démocraties représentatives occidentales ne sont plus structurées par une bipolarisation, on y revient, gauche-droite, mais par une tripolarisation articulée autour de 3 blocs. Un bloc démocrate éco-socialiste. Alors c'est un petit peu compliqué, j'arrête là l'énoncé. Disons qu'il dit c'est plus maintenant gauche-droite, maintenant c'est extrême gauche. Et puis ça change. Centre, et puis c'est mobile. C'est Frédéric qui va vous... Moi, je l'ai analysé. Là, je Oui, vais l'expliquer, analyse. Mais oui, je Donc, te laisse faire. et je vais la traduire dans les faits, dans les partis politiques actuels. Mais effectivement, ça mute. Hein. Bon, mais effectivement, c'est une tripolarisation. Donc, il y a le bloc démocrate éco-socialiste, le bloc libéral mondialisateur, le bloc conservateur identitaire. Et on va traduire ça rapidement. On va dire que le bloc libéral mondialisateur, c'est Macron et ses amis. Le bloc démocrate éco-socialiste, c'est le LFP, avec LFI qui dérive vers le bloc conservateur identitaire, et le bloc RN, c'est bien évidemment le bloc identitaire. Bon. Alors, il y a 2 grandes causes à cette tripolarisation. La première, c'est qu'il explique un petit peu l'historique de cet éclatement des partis, avec la mondialisation des années 70 qui a souligné les fractures, avec la crise de 2008 et donc les classes moyennes qui ont été en berne, et puis bien évidemment, on le sait, les clivages identitaires depuis le traité de Maastricht, qui a fait qu'on n'a plus foi dans les référendums, puisque Maastricht et l'Union européenne ont été quand même contre-indiqués par rapport au référendum qui a été voté. Donc on a avec un résultat non. Donc je pense et ça a démarré. C'est ainsi que les choses ont démarré. Ouais, c'est vrai. C'est ainsi. Enfin, pas que, mais il y a eu vraiment une cassure de confiance du politique et de la population. Et bien sûr que c'est ce terreau de crise sociale, d'injustice, parce qu'elle existe. On a, pas pour rien qu'on parle de la taxe Zuckman, on ne peut pas résoudre tout ça avec un coup de baguette magique, mais on voit très bien qu'il y a un déclassement, comme aux États-Unis, des moyennes classes, et surtout pas que des classes moyennes, des classes intermédiaires. On les oublie souvent, notamment l'upper middle class, qui est extrêmement active. Donc, finalement, c'est cette crise sociale, et je rejoins bien évidemment Eddy sur les réseaux sociaux, parce qu'on oublie cet élément-là. On oublie le fait aujourd'hui d'avoir une hystérisation de l'opinion personnelle. Je n'ai pas dit de la pensée, j'ai dit de l'opinion personnelle. Bien sûr qu'il y a des influences de toutes les puissances étrangères, mais elles jouent sur quoi? Elles jouent bien sur notre opinion, elles jouent bien sur nos hystéries. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion, tout le monde pense, et on a ce contexte d'une certaine forme d'hubris démocratique. Parce que finalement, parce que je suis de votre génération, on a ce rapport à la dictature, on a ce rapport au clash. Les années 80-90, c'était pas drôle. Mais nos jeunes générations aujourd'hui, biberonnées à cette hystérisation et ne connaissant pas les revers de tout ce qui est contradictoire avec l'état de droit, n'ont pas du tout cette approche. Et c'est elles qui votent aujourd'hui, c'est elles qui votent massivement. Et on va se retrouver face. Alors, tout le monde me dit, beaucoup de personnes me disent, ah ben Macron qu'il dégage. D'accord, mais qui après? Qui après? Un hyper-président populiste. Voilà ce qui se passe. Un hyper-président qui se présente comme un sauveur par rapport à cette réelle justice sociale, qui dit « je vous ai compris », mais pas à la façon de De Gaulle. Ou une présidente, oui. Bon, ce sont généralement des hommes qui font ça. Et qui, d'autre part, est extrêmement populiste et dit à la population ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut entendre. Aujourd'hui, le président Macron, il n'est ni populiste, enfin il ne dit pas bien évidemment ce qu'on veut entendre, sinon il aurait voté depuis longtemps un Premier ministre conforme aux attentes de la population. Et de l'autre côté, il est, si vous voulez, le parangon de l'injustice sociale, puisqu'aujourd'hui Macron égale finance, égale banque, égale puissance économique et pouvoir financier. Donc on se retrouve face à un président qui, malgré lui, même s'il a été le président de la situation lors de son premier mandat, est l'anti-président de la situation, bien malgré lui. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Et lui, ce qu'il se dit, effectivement, c'est « je serai le modèle, mais pas pour ce temps-là ». Ce n'est pas le temps de toute façon du président Macron. Et ce n'est pas ce que je nous souhaite, mais bon, il faut être réaliste, toutes les démocraties européennes, du fait de cette justice sociale, cette injustice sociale et de cette hystérisation de l'opinion, sombrent dans le fascisme. Voilà. C'est clair. Bravo. Essayons d'imaginer qu'effectivement les choses s'accélèrent,
au terme des 2 ans, tu dis c'est le populisme qui prend. Quelle sera notre vie? En fait, pardon, Où ça? LFI et le RN se En battent Martinique, cette en place-là France, aujourd'hui. Hein. Est-ce que ça va réellement changer beaucoup de choses? Bah, nous, on y est déjà. Non, je plaisante. Ça va changer pour les Noirs. Il faut qu'on se dise ça. Et parce qu'on a tendance à embellir, surtout chez nous, un gouvernement populiste oui. d'extrême droite, mais il y a 2 personnes qui vont souffrir, 2 personnes, deux composantes de la population qui vont souffrir. En France, ce sont les étrangers, de manière générale, les Juifs, il ne faut pas l'oublier. Ah oui. Okay, Fanon dit, quand on entend parler des Juifs, Ah bon. c'est de nous qu'on parle, les Noirs, ok, faut pas l'oublier, et les Noirs, ok. Le reste ne va pas changer puisque c'est le capital qui gère le pays. On est d'accord, c'est le business qui va gérer le pays. Par contre, dans le quotidien de l'accès aux droits, du respect de la personne humaine, là, ça va changer. Ouais. Les tendances sont déjà là. Les tendances sont Ouais. déjà présentes. Jingle, musique, puisque tu nous as donné un gros travail à faire, M. Christian. Musique. Ah oui. J'aimerais dire avant de commencer que je conseille aux téléspectateurs de faire attention quand ils écoutent nos émissions, parce que ce que disaient Di et Frédéric, c'est vraiment merveilleux, et il faut avoir l'attention qu'il faut pour pouvoir mesurer la richesse de leurs propos. Voilà. Alors, après, il a service à vous demander. Voilà. Allez, Alors, fais ton après, sujet. après. Je vais commencer, je vais chanter Maman Lago, Milago, Papa Lago, Milago, petit frère Lago, Milago, Lago qu'a monté au Sénat. Joseph Lagosière, Ah oui. maire de Sainte-Marie, fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, Fin du 19e. du XIXe siècle. Ouais. Il a été élu député. Et Mona chante Lago qu'a monté au Sénat. Ouais. Mais c'est tout Mona. Bien sûr. Il était député. Voilà. Et Ce qui veut alors, dire que je tu vas- parle de Mona. Voilà. qui veut C'est- dire que tu vas aujourd'hui, pas- je voilà. parle de Mona, Très bien. ni le Cam Eugène, Excellent. de son nom. Ça fait 34 ans qu'il nous a laissés. Il est mort le 21 septembre 1991. Exact. Il nous a laissé une richesse extraordinaire en répertoire. Ça fait déjà 34 ans, je vous dis, il avait 48 ans. Chanteur, flûtiste, auteur, compositeur. Allons directement à la première vidéo que je vous ai proposée. J'ai essayé d'être dans l'originalité. Et puis je prends un petit bémol pour dire qu'en 91, on n'était pas au niveau d'aujourd'hui en matière d'audiovisuel. Donc, Ouais. il y a peut-être des images qui Pardonnez. sont... voilà. Faut pardonner. Pas ni moyen quand c'est bossé sous-marin. Vous pas blessé ou catapiller ou faites attention. Faut pas comprendre ces marins, pas ni tico. Vous connaissez tout, yo pas cabao, yo pas papa. Paris vient dans toujours pour les sacs qui y a dans. Vous êtes dans l'eau, vous avez apporté les sacs qui y a dans. Eh ben. Faut que nous fassions de édition, laissez volant guider là-bas, yo, laissez Torah guider là-bas. Pour yo faire pour de la dorati. Hey. Les bons matins qu'a poussé quand nous, l'après-midi qu'a râlé quand nous, yo. Madame moi qu'a dit moi Jojo, mais assez poussé yo, péké ba au bout, yo. Les bons matins qu'a poussé quand nous, l'après-midi qu'a... Mesdames et messieurs, c'est une C'est merveille. extraordinaire. C'est une extraordinaire d'écouter ça. Alors, j'ai choisi des morceaux qui sont peut-être pas très Pas connus, très connu. Oui. mais qui illustrent le Mona. Alors, Mona a été produit par Jacob Nayaradou. Vous avez tout de suite à voir un support vidéo également sur ce que Nayaradou pensait de lui. Vous ne comprenez pas encore, que voulez-vous, hein? Quand on vous a barré tout votre champ culturel, on vous a dit qu'on vous enseigne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se frotter la cervelle contre celle d'autrui. C'est ça la culture, c'est l'universalisme. Mais on ne doit pas vous apprendre à rogner la vôtre. C'est qu'il a dit que par rapport à l'histoire, nous, par rapport à ça, nous vivons en tant que peuple qui déporté d'Afrique, tout ça, qui arrive ici, nous, forcément, nous, t'es atteint. Et qu'il fallait te reconstruire nam là. Il représente donc cette société post-esclavagiste, cette société coloniale qui est en train de mourir. Alors, Mona, c'est plus de 10 albums. Et tous les albums de Mona ont eu des succès. Ouais. Et sur les albums, toutes les chansons ont marché. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire parce que le jeune d'aujourd'hui, il n'a pas, bien évidemment, la connaissance, mais c'est important de fouiller dans l'histoire. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil aussi à Nathalie Glaudon, qui a fait un beau support concernant Eugène Mona.
Mais avant tout, je vais vous montrer une vidéo de Mona qui enregistre un album en 1991, 91 ou 90. Alors, comme je le disais, c'est un répertoire immense. Je me permets de citer des chansons. Bois brûlé, Timilo, Agoulou, c'est l'amour, Siano, Face à face, Mangouveya, Pas toucher Loua, Liso. Vous savez que Liso, apparemment, ce serait sur Claude Lise. Liso, faites attention, Ouantoué et puis Javelot. Au Marigot. Tu vois, c'est oui, Marigot. C'est ce qui était du Marigot. C'est ça, Dominante. Guerriers, la Saola, un jour, râler, oui, je finirai comme finit l'oiseau. Sous le blues américain, c'était Mona parce qu'il avait une universalité extraordinaire. Quoi. Alors, Yoleo Touni en tête, c'est extraordinaire. Yoleo Touni en tête. À force de t'assimiler, on t'étouffe, tu vois, et on veut que ta tête soit vide. Ouais. Tu vois, pour mettre leur culture, c'est... On dénude ton cerveau, c'est ça. Exactement. On dénude ton cerveau, c'est ça. Oui, absolument, tout à fait. Et puis tous les jours, c'est que carnaval, en huile tous les jours. Voilà. Anti-chandelle calimé, en tête la montagne nanchée. Tu vois, voilà. Alors j'ai un paragraphe que j'appelle... Est-ce qu'il y a un enregistrement, un troisième enregistrement que j'avais proposé? J'ai choisi ça pour vous montrer le flûtiste. La dextérité, la vélocité, la mélodie, la créativité. Il est à l'aise sur sa flûte bambou. Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de conservatoire, il n'a pas besoin de partition. Il est dans son âme, dans sa générosité, dans son expression. C'était ça, Mona. Alors, j'ai pris un paragraphe que j'appelle « Paroles et métaphores ». Je vais vous laisser parler de Mona à travers quelques métaphores que je vous ai proposées. Frédéric. La rivière pas ni belle parole, mais c'est lui qui a les habitants. Voilà, les habitants, c'est les Covis. Les Covis, voilà. Après. Avant, je l'aime tout particulièrement, avant de gronder ta femme, tu devrais sonder ta petite maîtresse. Fondamental. Bon Dieu, fais-nous comme ça, il bat nous nom de blanc, Otis, c'est bois brûlé, Luther King, c'est bois brûlé. Voilà, c'est ça. C'est l'internationalisme, si je veux dire, de Mona à travers l'identité, à travers l'histoire. D'Otis Redding voilà, et de Martin Luther King. Et la couleur. Absolument. Parce que bois brûlé, c'est noir. Oui. C'est ça. Alors, on continue, Eddy, si tu as... Alors, ça, c'est dans Ma maman m'a dit. Vous connaissez ça? Ouais. Maman m'a dit, bon, il n'a pas fermé les levées. Bon, mets des robes qui soient jolies, mais pas provoquées, c'est non blanc. L'aide pour qu'on sorte en néo, vous allez rouler en pied haut. Ne va pas trop vite, ma chérie. Il y a une autre que je vais citer quand même, parce que la famille, c'est laisse tes bonnes personnes parler, va rencontrer ta cousine. pas goûter ça. Un jour, je serai millionnaire. On me dirait, vous avez un bel air. Je répondrai, je suis un millionnaire, voilà pourquoi vous me donnez cet air. C'est là. Bon, on voit une vidéo, puis ce sera à toi. Après, Jérôme de nous donner quelques indications.
la Babylone. La Babylone. Moi, on met le tambour dans un fait, moi. Pour tambour, ça pour tout, pour tout, moi. On met la musique dans un fait, moi. Passe musique en les noms qui nomme pour nom. Moi, on met le tambour dans un fait, moi. Pour tambour, ça pour tout, pour tout, moi. On met la musique dans un fait, moi. Passe musique en les noms qui nomme pour nom. La Babylone. La Babylone. La Babylone. Voilà. Alors, Mona, c'est aussi tout un certain nombre de musiciens. Je veux citer Marc Elmira, qui n'est plus avec nous, Félix Fleury, qui a l'établissement Le Ghetto à Sainte-Marie. Je lui fais un peu de publicité. Mais Félix Fleury, il a travaillé beaucoup avec Mona. Charlie Labinsky, Ronald Tull. Mais Mona, c'est une production aussi avec le studio Moriello, Hibiscus Record, qui lui a fait son album Face à Face en 1991. Il a eu 2 trophées de la SACEM à ce moment. On va écouter peut-être encore une vidéo qu'on peut partager. Eugène Mona, son répertoire alimente énormément de choses parce que beaucoup de jeunes reprennent Eugène Mona. Izzy Kenenga a repris Eugène Mona. Quand on a fait le festival Big in Jazz, on a fait aussi un éloge à Mona à travers des arrangements merveilleux. Et aujourd'hui, Mona, il inspire tous nos musiciens et sa musique, encore une fois, enrichit notre production musicale dans son côté contemporain, quoi. Voyez? Et ces disques se vendent toujours. Et ces disques se vendent toujours, absolument. Donc, on n'oubliera pas ce géant de la musique martiniquaise qui nous a donné, qui sortant un petit peu de son environnement naturel, parce que Mona, c'est Mougambabois, tu vois? Il a porté la lumière. Et je me rappelle, quand on était étudiant, on écoutait Bois Brûlé, toutes les générations, toutes les entités se retrouvaient à travers, que tu habites Chelcher, que tu habites Grand-Rivière, tout le monde est en bas Bois Brûlé, tu vois? Je vais marier moins pour m'en décourage à la divinité. Puis il peut bas moins en l'en pour m'en sortir l'en misère moins, Donc Mona, c'est un personnage que, en tout cas, moi j'ai tenu à vous le proposer, cette émission, parce que bon, c'est un homme qui nous a approvisionné énormément. Juste un petit truc pour vous dire que Mona est décédé le 21 septembre 1991. En avril 1991, on a fini les prix de la SACEM au théâtre municipal. Et je suis parti avec Mathurin Moisson, qui vient de décéder, Michel Traoré, qui n'est plus là, et Eugène Mona. On est allé dans un bar à Pointe-Simon, et puis nous parler. Mona nous a fait rire, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Voilà, il y a beaucoup d'émotions pour sa famille et puis pour la population martiniquaise qui a soutenu Mona. Voilà. C'est vrai que lorsque je suis arrivé de l'Hexagone, de France, pour exercer mon métier ici, et que à l'époque, c'était l'époque du naïf, la création du journal, donc une action identitaire. Donc, avec mon icône, j'avais l'impression que j'allais conquérir notre monde. Et que j'ai vu aussi des théâtres. Dans ce petit théâtre vénitien, Eugène Mona, pieds nus, avec ses musiciens qui tapaient. Mais j'ai été subjugué, c'est-à-dire que je me suis dit, mais heureusement que je ne suis pas resté au cabinet de Marcel Monville, dont j'étais le collaborateur, Louis Vernier à Paris, etc., de ce que que je suis là, dans mon pays, à être assis après mon travail, à voir ce grand diable noir qui représentait, qui symbolisait totalement ce qui serait ma vie. Et effectivement, en quelque part, il a été... et puis il y a eu le CERMAC, et puis il y a eu tout ça, il a été l'un des tuteurs de l'identité martiniquaise. Et il y a quand même un aspect, c'est une certaine détresse dans laquelle il est mort, c'est-à-dire qu'il s'est senti abandonné sur la fin. Mais vous savez comment il est mort? Il est mort d'une
Une crise de colère. Une colère. Ouais. Voilà. Je crois qu'il devait emmener quelqu'un à l'hôpital, il devait passer devant, et mon n'a pas li passer en les machins, et Oui, puis quelque chose de- il tombe de- en l'air, quoi. Oui, Il est mort d'une colère. Mais c'était un homme d'une énergie. Oui. Il avait voulu à la fin faire une œuvre magistrale. Oui, Il avait oui, mis tout à fait. au Une urne au corps oui, musical. une urne au corps musical. Pour demander de l'argent, Mais ouais. c'est vrai que c'est une question de communication. Parce qu'un C'est homme ça. comme Mouna, s'il avait les moyens actuels, Ah il oui. aurait rempli cette urne. Ouais, c'est Et ça. ça, il n'a pas compris ça, cet aspect ça, de c'est la ça, modernité. Et il a vécu ça réellement comme une grosse déception. Absolument. Vous avez été merveilleux. Christian a été très sublime, très fort. Mais les citations, ça va, c'est très bien. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'est ceux qui peuvent venir, quoi. Fini pour nous boire un coup, quoi. Je remercie l'administration, je remercie David, Johan, Mehdi n'est pas là, mais enfin, quand même, sa prégnance est là. Il est avec nous. Je remercie les auditeurs, Flore, Max. Flore, Max, Et puis une pensée pour Daniel. Et oui, Emmanuel. Et Emmanuel. et Emmanuel qui est dans un avion, et Daniel qui est en train à l'heure actuelle, journée de de la plancher, journée, de plancher sur la journée du patrimoine. C'est non pas de la... En fait. C'est quoi exactement? Du logement. Du logement. À la semaine prochaine. Au revoir.